Bonjour à tous. Donc on va débuter la vidéo numéro 89 et on va commencer le dossier concernant les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Cette vidéo-là sera publiée sur Facebook. Donc j'en profite pour dire bonjour à toute personne se trouvant au Japon actuellement, hein, parce que ça, ou qui ont été au Japon à un moment donné de leur vie. Donc, parce que ça les concerne plus ou moins. Donc, on va parler du Japon. Donc, notamment Hiroshima et Nagasaki. Ça sera un dossier spécial qui va faire probablement plusieurs vidéos, hein, parce qu'en une heure, c'est impossible d'en parler. Donc, il y aura plein de choses qui seront dites par rapport à ça. Donc le temps que je m'installe, que je mette la page qu'il faut. Alors c'est parti. Et là, ça va être de la qualité au niveau du fond. Peut-être pas au niveau de la forme, mais sur le fond, ça sera ce que je vais dire va être de qualité. Alors, les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, ultime bombardement stratégique américain au Japon, ont lieu les 6 août et 9 août 1945 sur les villes d'Hiroshima, 340 000 habitants, et de Nagasaki, 195 000 habitants. Hiroshima est le siège de la 5e division de la 2e armée générale et le centre de commandement du général Chunroku Hata, et Nagasaki est choisi pour remplacer la cité historique de Kyoto. Dans la mesure où les dirigeants japonais ont rejeté les conditions de l'ultimatum de la conférence de Potsdam, au Pologne, les États-Unis souhaitent imposer au Japon sa reddition sans condition, l'éviction de l'empereur Hirohito et l'adoption d'un régime politique démocratique. Le gouvernement américain souhaite aussi, puisque ces deux armes nouvelles sont désormais opérationnelles, l'une est à l'uranium, l'autre au plutonium, les tester en grandeur nature et montrer aux autres pays, en particulier à l'URSS, la supériorité de feu décisive qu'elle donne à l'Amérique, ce qui fait de ce bombardement l'acte inaugural de la guerre froide. Ces bombardements, que certains considèrent comme l'un des principaux crimes de guerre des Alliés, demeurent la seule utilisation de l'arme nucléaire durant un conflit. C'est finalement le 14 août, à la suite de ces bombardements, mais aussi de l'invasion soviétique de la Mandchourie, commencée le 8 août, et de la reddition de l'armée japonaise du Guandong le 10 août, que le gouvernement japonais cède. Moins d'un mois plus tard, la signature des actes de capitulation du Japon le 2 septembre 1945 met fin à la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de personnes tuées par l'explosion, la chaleur et la tempête de feu consécutive est difficile à déterminer et seules des estimations sont disponibles, allant de 110 000 à 250 000 morts, sans compter les cas ultérieurs de cancer, plusieurs centaines, ou autres effets secondaires. Les survivants des explosions, les Ibakusha, sont devenus le symbole d'une lutte contre la guerre et les armes atomiques à travers le monde. L'impact de ces bombardements fait craindre par la suite l'usage de l'arme atomique dans une guerre nucléaire, un effet
à la base de la dissuasion nucléaire, qui a largement pesé dans les choix stratégiques de la guerre froide. On va commencer par revenir en arrière dans l'histoire et on va aborder la phase préparative. En effet, car il faut savoir que ce projet de bombardement était un projet de longue haleine. Sous le nom de code Projet Manhattan, le programme secret de recherche et de construction d'une arme nucléaire est lancé en 1942, moins de 7 mois après l'entrée en guerre des États-Unis, avec l'assistance du Royaume-Uni et du Canada, dans le cadre de l'accord de Québec signé en 1943 et la participation de nombreux scientifiques européens. Les deux bombes utilisées contre le Japon, le Little Boy à l'uranium et le Fat Man au plutonium, parle des noms, toi. Little Boy et Fat Man sont respectivement les deuxième et troisième à avoir été construites et elles demeurent les seules déployées depuis cette date sur un théâtre d'opération. Elles sont précédées par une première bombe expérimentale dont l'essai a eu lieu sous le nom de code Trinity au Nouveau-Mexique en juillet 1945. En décembre 1944, le 509e escadron de bombardement de l'USAF, rien à voir avec l'USAF, de l'USAF, est formé sous le commandement du colonel Paul Tibbets pour larguer ces bombes une fois qu'elles seront construites. Il est déployé à Tinian en mai et juin 1945. Ça se trouve en Marianne du Nord. Cet escadron est équipé de bombardiers B-29 issus d'une série spéciale fabriquée en vue des bombardements atomiques, dit Silver Plate, du nom du programme de participation de l'USAF au projet Manhattan. Ils s'entraident à l'aide de bombes conventionnelles, mais construites au gabarit des bombes atomiques. On appelait ça les bombes citrouilles. Les deux bombardiers, qui vont larguer leurs bombes sur Hiroshima et Nagasaki, Enola Gay et Boxcar appartiennent à cette série spéciale. Donc on va commencer par le Trinity. Trinity est le nom du tout premier essai d'une bombe atomique au plutonium, surnommée Gadget, en partie parce que ce n'est pas une arme opérationnelle. Il a lieu dans le désert du Nouveau-Mexique le 16 juillet 1945, sur la base aérienne d'Alamogordo, et démontre l'efficacité d'une arme nucléaire. 4 jours plus tard, les B-29, modifiés du 509e escadron de bombardement, commencent à mener des raids d'entraînement contre des villes japonaises avec des bombes conventionnelles de la forme et du poids des bombes atomiques. D'autres missions ont lieu les 24, 26 et 29 juillet. Les chasseurs japonais n'essayent pas d'intercepter les appareils que leur aptitude de bombardement de 9100 mètres protège contre la DCA. Donc la DCA, c'était l'artillerie anti-aviation, on va dire. C'est la lutte anti-aérienne. Alors c'est vrai que les avions volent à basse altitude pour volent à une certaine altitude pour ne pas se faire repérer. Quoi. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir pourquoi les cibles ont été choisies. Alors, les participants, le directeur adjoint du projet Manhattan, Thomas Farrer,
le capitaine William Sterling Parson, les mathématiciens et physiciens John von Neumann et William Penney à la réunion du comité des objectifs, le Target Committee, à Los Alamos, les 10 et 11 mai 1945, choisissent les cibles sur le territoire japonais dans l'ordre suivant. Tout d'abord, Kyoto. En effet, Kyoto, en fait, c'est la ville des ancêtres de la dynastie Tenno et c'est l'ancienne capitale du Japon. Et à savoir que l'impact psychologique en était jugé particulièrement intéressant. Donc Kyoto, cible numéro 1. Ensuite, il y avait Hiroshima. Alors, la ville d'Hiroshima, c'est la ville des ancêtres du domaine de Shoshu. C'était l'une des principales bases militaires du pays pendant la guerre sino-japonaise, qui a eu lieu entre 1894 et 1895. Et la configuration du terrain se prêtait à une attaque par détonation aérienne. Ensuite, il y avait autre cible possible, Yokohama. Mais en fait, Yokohama a subi un bombardement classique le 29 mai 1945. Donc, ils sont occupés de Yokohama, mais de manière classique. Il y avait également l'arsenal de Kokura, qui avait déjà été frappé lors du bombardement de Yahata en juin 1944. Et autre cible possible, Niigata. Donc si vous regardez sur une carte du Japon, vous pouvez retrouver les différents endroits. Alors, parmi ces cibles, les deux premières sont classées AA. Les deux suivantes, A, et la cinquième, B. La possibilité de cibler le palais impérial à Tokyo avait été discutée, mais cette option non recommandée dans la mesure où Tokyo avait déjà été largement bombardé par ailleurs. Donc on dit, oh, Tokyo c'est bon, ils ont pris leur dose, on va les laisser un petit peu tranquilles, quoi. Alors, selon Robert Genk, dans son livre Brighter Than Thousand Suns, selon lui, il dit sur la courte liste des cibles pour la bombe atomique, en plus d'Hiroshima, Kokura et Niigata, il y avait aussi la ville des temples, Kyoto. Quand l'expert sur le Japon, le professeur Edwin Reichhauser, entendit cette terrible nouvelle, il se rendit précipitamment, dans le bureau de son chef, le major Alfred McCormack, dans un département des services de renseignement de l'armée. Le choc le fit fondre en larmes. McCormack, un avocat cultivé et respectueux de la vie humaine, arriva à persuader le secrétaire à la guerre, Stimson, d'accorder un sursis à Kyoto et de retirer la ville de la liste. Donc même Kyoto a également été épargné. Alors, Reichhauser réfute cette version dans son livre My Life Between Japan and America, écrit en 1986. J'aurais probablement fait ça si j'en avais eu l'occasion. Mais ce récit ne contient pas une once de vérité. Comme cela a déjà été amplement prouvé par mon ami Otis Carey de Doshisha à Kyoto. Pourquoi il parle de Kyoto, hein? La seule personne qui mérite les honneurs pour pouvoir sauver Kyoto de la destruction est Henry Stimson, le secrétaire à la guerre de l'époque, qui a connu et admiré Kyoto lors de sa lune de miel plus de 3 décennies auparavant. Donc, selon lui, Kyoto a été épargné à cause de la lune de miel du secrétaire de l'époque. Donc, il a peut-être sûrement qu'il avait rencontré une femme et que il voulait pas détruire Kyoto par rapport à ça. Bah attends, il y a une erreur parce que j'ai parlé de Tokyo. Là, ils disent que... Bon, les deux, en fait, Tokyo et Kyoto ont été épargnés par la bombe atomique.
Donc, cette affirmation est partiellement confirmée par Richard Rhodes, qui décrit le refus de Stimson au sujet du bombardement de Kyoto, allant contre la volonté du général Leslie Groves. Kyoto, qui avait été mise au premier rang dans une version antérieure de la liste parce qu'elle était l'ancienne capitale impériale, est remplacée par une autre ville à la demande du secrétaire à la guerre Henry Lewis Stimson, du fait de sa valeur culturelle. Elle avait également été épargnée par les bombardements incendiaires pour les mêmes motifs. Nagasaki est donc retenue à sa place. Le 31 mai 1945, Henry Stimson réunit le comité intérimaire. Les participants discutent de l'opportunité d'envoyer aux Japonais un avertissement avant l'attaque. Ils craignent que les Japonais ne déplacent des prisonniers de guerre en direction des zones prévues pour le bombardement ou que les bombardiers ne soient abattus. Et oui, effectivement, il peut y avoir ce risque. Le risque que ce soit des soldats américains qui se fassent tuer par la bombe. Il se peut aussi que la bombe soit un fiasco avec une explosion incomplète. Edward Taylor, donc il vaut mieux frapper sans prévenir, hein, c'est un peu ça l'idée, quoi. Edward Taylor propose de faire exploser la bombe de nuit, sans avertissement, au-dessus de la baie de Tokyo, pour éviter les pertes humaines et, bien sûr, choquer l'opinion publique. Cette idée rejetée, les Japonais avaient déjà prouvé leur combativité sans limite avec les kamikazes, c'est-à-dire en fait, les kamikazes c'était des avions suicides qui s'écrasaient contre les ennemis, hein. Et il n'est pas sûr qu'une action sans destruction massive soit suffisante pour les déstabiliser. Oppenheimer suggère d'attaquer avec plusieurs bombes le même jour pour définitivement arrêter la guerre. Le général Grove s'y oppose car les cibles ont déjà fait l'objet de bombardements conventionnels et les effets des bombes ne seront pas assez significatifs sur ces terrains qui sont déjà dévastés. De plus, les estimations de la puissance d'une explosion nucléaire alors disponible ne correspondent au mieux qu'à la moitié, au pire à un dixième de la puissance effective. Aucun essai n'ayant été réalisé, les effets ne sont pas encore connus. Ce n'est qu'après l'essai Trinity que la nature de la mission peut être décidée. Alors, petite pause, parce qu'il faut souffler de temps en temps. Et déjà, des fois, j'ai la mâchoire qui se bloque. Donc, il faut que je respire. Alors, on va parler maintenant du déclenchement des opérations. Depuis plusieurs mois, le gouvernement japonais avait chargé l'URSS, seul pays qui n'avait pas déclaré la guerre au Japon, de faire officieusement des offres d'armistice aux États-Unis. Le 26 juillet, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine transmettent la déclaration de Potsdam demandant la capitulation sans condition du Japon, la destitution de l'empereur Hirohito et avertissant que le pays serait dévasté si la guerre continuait. Le gouvernement japonais rejette les demandes alliées le 28 juillet. Il s'agit de Mokusatsu. Alors, quelle a été maintenant la réaction du Japon à l'ultimatum de Potsdam? Les échanges entre Hirohito, le cabinet
et l'état-major montrent que l'Empire du Japon n'était pas sur le point de se rendre sans condition. Les archives japonaises et le journal du garde des sceaux Koisho Kido indiquent que l'empereur et le cabinet insistèrent pour obtenir une reddition conditionnelle alors que le gouvernement menait des négociations parallèles avec l'Union soviétique. Parmi ces conditions se trouvait le désarmement des troupes par les autorités japonaises, le jugement des criminels par les autorités japonaises, l'absence de forces d'occupation sur le sol japonais et la préservation du régime impérial et de l'empereur. Pour nombre d'historiens, dont Jack Powers, la clause de la destitution de l'empereur n'aurait été introduite que pour rendre l'ultimatum de Potsdam inacceptable, alors que le Japon exsangue et dont la population civile a été martyrisée par les bombes incendiaires, notamment celle lâchée sur Tokyo en mars 1945, était prête à se rendre. La population civile était prête à se rendre. Mais l'empereur, non. Eh oui. Parce que l'empereur, il voulait garder sa place. Le but réel étant de permettre aux Américains d'utiliser l'arme atomique afin de montrer leur puissance face aux Soviétiques. Vous avez vu le petit coup de vis. On pose un ultimatum dont on sait que l'empereur n'acceptera pas. Ce qui permet d'utiliser cette fameuse bombe. C'est les historiens qui le disent. Hein. Après, on est dans la théorie du complot. En réponse à la déclaration de Potsdam du 26 juillet, le gouvernement japonais organise le 28 une conférence de presse au cours de laquelle le Premier ministre Kantaro Suzuki annonça l'intention du Japon d'ignorer, donc Mokusatsu, l'ultimatum. L'ultimatum est ignoré. Une ambiguïté subsiste cependant quant à l'attitude de Suzuki. Favorable à la capitulation, il doit composer avec la faction belliciste de l'armée et a peut-être souhaité, par cette expression, exprimer un simple refus d'aborder la question publique ou signifier que l'ultimatum n'apportait rien de nouveau. Le terme est cependant compris par les États-Unis comme un refus catégorique de toute reddition. Entre le 27 juillet et le 6 août, alors que Hirohito fait l'objet d'intenses pressions de la part de ses frères et de ses oncles, qui lui demandent d'abdiquer en faveur de son fils, le gouvernement se réfugie dans le mutisme. Dans l'attente d'une issue aux négociations menées avec les soviétiques, l'empereur ordonne le 31 juillet au garde des sceaux Koishikido de prendre les mesures pour défendre à tout prix les insignes impériaux. Le 2 août, Shigenori Togo, le ministre des Affaires étrangères, transmit à l'ambassadeur nippon à Moscou, Naotake Sato, un message lui indiquant que l'empereur, le Premier ministre et le quartier général impérial plaçaient tous leurs espoirs dans l'acceptation par l'Union soviétique d'une mission de paix menée par le prince Fumimaru Konoe. L'ambassadeur répliqua en recommandant au gouvernement d'accepter les termes de l'ultimatum de Potsdam. Pressé par l'empereur, désireux de protéger ses prérogatives, Togo refuse toute négociation directe avec les autres alliés, même lorsque Kaina, le président du bureau d'espionnage, lui déclare le 4 août « Ce n'est pas assez de négocier seulement avec l'Union soviétique. Il n'y a pas d'espoir si nous continuons comme ça. De quelque façon, coulisses, nous devons négocier avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine. »
vient bien sûr l'ordre d'attaquer. Le 21 juillet 1945, le président Truman approuve le largage des bombes sur le Japon. Le 24 juillet, l'ordre est relayé par le secrétaire de la guerre, Henry Stimson, et le lendemain, le général Thomas Handy envoie un ordre secret au général Spaatz autorisant le largage de la bombe après le 3 août, dès que le temps le permettra, sur Hiroshima, Kokura, Niigata ou Nagasaki. Ce sera le seul ordre écrit concernant l'utilisation de la bombe atomique. Spaatz est chargé d'en informer MacArthur et Nimitz. L'ordre n'évoque pas la nature de l'explosif, se contentant de mentionner une bombe spéciale. Vous voyez bien, une bombe spéciale. Seules quelques personnes étaient au courant des ordres donnés par le président Truman. Alors, ce qui nous conduit à parler de la ville d'Hiroshima. Dans quelque temps, le temps de reprendre son souffle. Hiroshima était, après Kyoto, la principale ville d'art et d'histoire du Japon, avec une population civile d'environ 250 000 habitants. C'est à peu près comme Reims. À peu près. Hiroshima durant la Seconde Guerre mondiale. Capitale de la région de Shugoku, sur le delta du fleuve Otagawa, la ville est établie sur 7 îles. Des camps militaires étaient installés dans les environs. Parmi les plus importants, on trouvait ceux de la 5e division et le centre de commandement du général Kunroku Hata. Ceux-ci géraient l'ensemble de la défense de la partie méridionale de l'archipel. Le quartier général de la 2e armée générale, créé le 8 avril 1945, à partir de la dissolution du commandement général de la défense, était situé dans un secteur montagneux de la ville à 10 km du centre, dans le château d'Hiroshima. Hiroshima était un centre d'approvisionnement important et une base logistique pour les forces armées. On y trouvait un centre de communication, des dépôts de matériel et de troupes. La population d'Hiroshima fut mobilisée, comme dans les autres cités japonaises, contre l'envahisseur américain. Les femmes, les enfants apprenaient à se battre avec des bâtons et à supporter l'effort de guerre, que ce soit dans les bureaux ou les usines. À 50 km environ de la ville, sur l'île d'Okunoshima, était établie une usine de fabrication de gaz toxiques affiliée au réseau d'unités de recherche de Shiro Ishii. Avec l'expansion de l'Empire, au cours de l'ère Showa, différents types d'armes chimiques y furent produites, comme le gaz moutarde, l'hypérite, le léwisite et bien sûr du cyanure. Ces produits étaient utilisés notamment contre les soldats et les civils chinois, ainsi que dans les expérimentations menées sur des cobayes humains par les unités de Shiro Ishii. Ça fait froid dans le dos, hein. Des cobayes humains. Certainement des ennemis ou des personnes peu appréciées. Toutefois, cette installation n'était pas visée par les bombardements, puisque trop éloignée d'Hiroshima. La cité fut choisie comme cible, car elle n'avait encore subi aucun raid aérien. Ils ont été épargnés, mais bon, pas pour le meilleur. Hein. Sur le musée national de la ville d'Hiroshima, la ville fut volontairement épargnée par les Américains
lors des bombardements conventionnels pour éviter tout dommage préalable afin de mieux évaluer les effets de la bombe. La ville était faite de maisons presque toutes construites en ossature de bois légère et en papier. Le centre de la ville possédait plusieurs bâtiments publics en béton armé. En périphérie, les habitations en bois côtoyaient les petits commerces, formant une dense collection de structures légères. Quelques usines étaient implantées à l'écart dans la banlieue. Le risque d'incendie était élevé à Hiroshima. La concentration des bâtiments et les matériaux utilisés était propice à une destruction maximale à cause des effets thermiques de la bombe atomique. Les informations concernant le nombre de personnes présentes dans la ville lors du bombardement sont très variables, allant de 255 000 à 348 000 habitants. Les estimations données par les troupes et les travailleurs sont probablement imprécises. Le rapport américain, indiquant 255 000 habitants, s'était appuyé sur les statistiques de rationnement de riz de juin 1945. Maintenant, on va voir les préparatifs. 2 heures après la réussite de l'essai Trinity, le 16 juillet 1945, les bombes Fat Man et Little Boy furent envoyées de San Francisco à Tinian à bord du croiseur Indianapolis. Le 26 juillet 1945, elles arrivèrent sur la base américaine. Le 28 juillet et le jour suivant, 4 avions de la Green Hornet Line s'envolèrent depuis l'Australie pour apporter les derniers composants nécessaires aux bombes. Le cœur en plutonium pour le Fat Man et les cylindres en uranium pour le Little Boy. Le capitaine de l'US Navy, William Parson, était chargé de la maintenance et de l'organisation de l'assemblage des bombes sur place. Il mit en place les différents ateliers nécessaires à cette opération, car on ne savait pas encore combien de bombes seraient employées pour faire plier le Japon. Les Américains avaient prévu 2 attaques supplémentaires si la première ne se révélait pas suffisante. Au départ, c'était 4 bombes. La bombe d'une seconde attaque, c'était 4 bombes qui étaient prévues. La bombe, au cas où, d'une seconde attaque était ainsi déjà prête, et pendant ce temps aux États-Unis, la production de matières fissiles continuait pour la fabrication d'une 3e bombe. Le seul vecteur possible pour la bombe était le Boeing B-29 Super Fortress, seul bombardier lourd capable d'atteindre le Japon à l'époque. Une vingtaine d'exemplaires furent modifiés en réunissant les 2 soutes à bombe en une seule pour y loger la nouvelle arme durant l'été 1945 à l'usine Glenn Martin d'Omaha. Une unité spécialement créée pour le bombardier nucléaire fut mise sur pied. Le 509e Composite Group. Little Boy fut installé dans un B-29, mais ne fut pas armé. On craignait en effet que l'avion ne s'écrase et que la bombe ne se déclenche accidentellement. Ça aurait été fâcheux, mais ça aurait été préférable d'ailleurs. Parce que la suite va quand même être tragique. Et on craignait bien sûr qu'une grande partie de l'île où se trouvait l'avion au départ se retrouve pulvérisée de manière immédiate. De manière immédiate. À savoir que les accidents avec ces bombardiers étaient courants et les militaires ne voulaient pas prendre de risques. Il fut décidé que l'armement, une des phases les plus délicates de la mission, se ferait après le décollage. L'équipe s'entraîna sans relâche pour peaufiner la mission
et plus particulièrement Parson, qui était chargé d'armer la bombe en vol avec toutes les responsabilités que cela impliquait. Malheureusement, parce que la bombe aurait pu exploser en vol si la mission avait échoué. Le commandant de bord, Paul Tibbets, décida ensuite de baptiser le B-29 du nom de sa mère, Enola Gay, pour placer l'avion et son équipage sous une bonne étoile, comme il le dira lors d'un entretien. Peu avant le décollage, des journalistes s'étaient attroupés autour du bombardier pour immortaliser l'événement. Donc voilà, l'Enola Gay, qui est le nom qui est le nom de la mère de Paul Tibbets, décolle pour pour ce qui va être l'un des plus grands crimes commis lors d'une guerre. Alors je ne sais pas si les Américains sont fiers de cette histoire-là, ou ils se considèrent comme des héros. Bon, maintenant on va parler du bombardement. Hiroshima était la cible prioritaire pour le bombardement. Le 6 août 1945, le temps était clair au-dessus de la ville. Plusieurs B-29, dont le Jabit 3 pour Kokura et le Full House pour Nagasaki, avaient été envoyés sur les autres cibles pour y évaluer la situation météo, au cas où les conditions seraient défavorables au-dessus d'Hiroshima. Mais les autres villes étaient toutes couvertes par des nuages. Piloté par Paul Tibbets, Enola Gay était parti à 2h45 de l'île de Tinian avec Little Boy à son bord. Celle-ci fut armée pendant le vol par le capitaine de marine William Parson. Environ une heure avant le bombardement, les Japonais avaient détecté l'approche d'un avion américain sur le sud de l'archipel. L'alerte fut déclenchée avec des annonces à l'intention de la population et l'interruption des programmes de la radio dans plusieurs villes. L'avion survola Hiroshima et disparut. Cet avion était en fait le B-29 de reconnaissance, le Straight Flush, qui signala de bonnes conditions de visibilité pour le bombardement. Les radars japonais détectèrent ensuite un nouveau groupe d'avions à haute altitude, avec leur faible nombre, seulement 3, fit que l'alerte fut levée après une dizaine de minutes. Donc, en fait, ça, ils ont repéré 3 avions, ils se sont dit, bon, c'est pas, ils sont pas très nombreux, donc il n'y a pas lieu de s'alarmer, quoi. Donc, mais, ceci dit, les recommandations pour la population étaient de gagner les abris si un B-29 était visible, mais aucun raid n'était attendu, mis à part de la reconnaissance. Il s'agissait en fait des 3 B-29 du raid sur Hiroshima qui évoluaient à plus de 9500 mètres d'altitude. En fait, les 3 avions, les 3 avions que les Japonais ont vus, mais qui les a pas plus inquiétés que ça. Même s'ils ont quand même pris des mesures, même s'ils ont alerté la population que. Donc, dans les 3 avions, il y avait l'Enola Gay qui était lui. Voilà, attendez, je vais arrêter là. Parce que, attends. Donc je reprends.
Donc dans les 3 avions, il y avait l'Enola Gay, qui était là pour le bombardement. Il y a le Grid Artist, qui était là pour faire des mesures et faire des relevés de données. Et il y avait le Necessary Evil, qui était là pour faire des photographies et des films. Voilà. Le Necessary Evil, notez bien le nom. Le second lieutenant, Maurice Jepson, fut le dernier à toucher la bombe lorsqu'il plaça les fusibles d'armement. Peu avant 8h15, Enola Gay arriva au-dessus de la ville. L'ordre de bombarder fut donné par Tibbets et le major Thomas Ferraby l'exécuta en visant le pont Ayoy, reconnaissable par sa forme en T, qui constituait un point de repère idéal au centre de la ville. Peu après 8h15, la bombe Little Boy sortit de la soute à une altitude de 9450 mètres, soit 31 000 pieds. Le 6 août 1945, à 8h16 minutes et 2 secondes, après environ 43 secondes de chute libre, activée par les capteurs d'altitude et ses radars, elle explosa à 580 mètres à la verticale de l'hôpital Shima, en plein cœur de l'agglomération, à environ 300 mètres au sud-est du pont initialement visé, libérant une énergie équivalente à environ 15 000 tonnes de TNT. L'explosion tua instantanément des dizaines de milliers de personnes et détruisit tout sur environ 12 km. 15 000 tonnes de TNT. Imaginez l'explosion. Une énorme bulle de gaz incandescent de plus de 400 mètres de diamètre, se formant en quelques fractions de seconde, émettant un puissant rayonnement thermique. En dessous, près de l'hypocentre, la température des surfaces exposées à ce rayonnement s'est élevée un bref instant, très superficiellement, à peut-être 4000 degrés Celsius. 4000 degrés Celsius. Des incendies se déclenchèrent, même à plusieurs kilomètres. Les personnes exposées à cet éclair furent brûlées. Celles protégées à l'intérieur ou par l'ombre des bâtiments furent ensevelies ou blessées par les projections de débris, quand quelques secondes plus tard, l'onde de choc arriva sur elles. Des vents de 300 à 800 km/h dévastèrent les rues et les habitations. Le long calvaire des survivants ne faisait que commencer, alors que le champignon atomique, aspirant la poussière et les débris, entamait son ascension de plusieurs kilomètres. Un énorme foyer généralisé se déclencha rapidement, avec des pics de température en certains endroits. Si certaines zones furent épargnées lors de l'explosion, elles devaient par la suite affronter un déluge de feu causé par les mouvements intenses des masses d'air. Cette tempête de feu fut similaire à celle provoquée par les bombardements incendiaires sur les villes allemandes. Enola Gay avait entre-temps effectué un virage serré à 155 degrés vers le nord-ouest et rebroussait chemin. Les membres de l'équipage, protégés par des lunettes, purent assister à l'explosion. Bob Lewis, le copilote d'Enola Gay, s'écrie « Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Oh my God !» Les 6 appareils américains, ça ne les empêchera pas de récidiver, les 6 appareils américains impliqués dans l'attaque retournèrent sans dommage dans les Mariannes, à Tinian, où le major général Carl Spaatz, à la tête de la 8e Air Force, décora Tibbets de la Distinguished Service Cross et le reste de l'équipage de la Distinguished Flying Cross, une croix, des croix militaires pour l'acte accompli
décoration. Un débriefing rapide fut mené par l'officier de renseignement et l'équipage fut convié à boire un verre au club des officiers. Les deux autres B-29, chargés de collecter des données et des prises de vue, restèrent suffisamment longtemps autour du site de l'explosion pour photographier le champignon atomique et les dégâts, filmer les alentours et recueillir des informations sur la mission. Donc je fais une petite pause avant d'attaquer la suite. Parce que là, j'ai la voix qui commence à... euh, ouais, il me reste encore un quart d'heure de vidéo. Découverte de la destruction par les autorités de Tokyo. L'opérateur, chargé des liaisons radio à Tokyo, un employé de la Nippon Hoso Kyokai, remarqua que la station d'Hiroshima ne répondait pas, ne répondait plus. Il tenta de rétablir la communication via une autre ligne téléphonique, mais celle-ci était également tue. C'était également tue. Environ 20 minutes plus tard, le centre ferroviaire qui gérait les télégraphes à Tokyo se rendit compte que la ligne principale avait cessé de fonctionner jusqu'au nord d'Hiroshima. Tous ces problèmes furent l'objet d'un rapport auprès du poste de commandement japonais. Le commandement principal tenta à plusieurs reprises d'appeler le centre de commandement de l'armée à Hiroshima. Le silence qui s'ensuivit laissa dubitatifs les responsables de Tokyo. Ils savaient qu'aucun ennemi avec un grand nombre d'avions n'avait eu lieu. Les radars n'avaient signalé que quelques avions dispersés. C'est l'effet de surprise. Hein. 3 avions, ils ont dit, bon... Mais ils ont trouvé ça quand même un peu bizarre que ça ne réponde pas. De plus, aucun stock important d'explosifs ne se trouvait à Hiroshima à ce moment-là. Un jeune officier du quartier général japonais fut envoyé d'urgence à Hiroshima par avion pour constater les dégâts et retourner à Tokyo avec des informations sur des destructions potentielles. Et là je n'imagine pas la surprise. On pensait qu'il s'agissait juste de quelques lignes coupées par un bombardement isolé. L'officier se rendit à l'aéroport et son avion partit en direction du sud-ouest. Après 3 heures de vol, son pilote et lui distinguèrent un immense nuage de fumée au-dessus d'Hiroshima. L'appareil se trouvait pourtant encore à 160 km. Déjà, à 160 km, les pilotes ont vu le désastre. Arrivés sur place, les deux hommes ne cessèrent de tourner autour de la ville dévastée, ne pouvant croire ce qu'ils voyaient. Des incendies à des kilomètres à la ronde et un épais nuage dominant la ville, transformé en champ de ruines. L'avion atterrit au sud de la ville et l'officier prit des mesures après en avoir informé Tokyo. La capitale ne sera informée de la cause exacte du désastre que 16 heures plus tard, lorsque la Maison-Blanche annonça publiquement le bombardement à Washington. Et en plus, prévenu par la Maison-Blanche. Pendant ce temps, à Hiroshima, les secours tardaient à venir et nombreux furent ceux qui périrent durant les premières heures. Une intense soif gagna les habitants. Les victimes cherchaient désespérément de l'eau, mais les soldats, écoutez bien, les soldats avaient reçu l'ordre de ne pas donner à boire aux grands brûlés.
Alors, quelle a été la réaction du gouvernement japonais suite à ça? Le bombardement atomique survient à un moment de la guerre où les États-Unis sont en train d'effectuer une des plus intenses campagnes de destruction de centres urbains de l'histoire mondiale. 68 villes japonaises sont bombardées et toutes sont partiellement ou intégralement détruites. L'offensive aérienne américaine fera au total plus de 1 million de morts et de blessés, très majoritairement par les moyens classiques. Le 13 août, le général Hanami Koreshika, ministre de la guerre, déclare que les bombes atomiques ne sont pas pires, écoutez bien, elles ne sont pas pires que les bombes incendiaires qui ravagent le pays depuis des semaines. Le bombardement d'Hiroshima ne modifie en rien l'attitude de Hirohito et du gouvernement qui ne prirent aucune mesure pour amorcer le processus de reddition, espérant toujours une issue favorable aux négociations avec l'Union soviétique. Le 7 août, Shigenori Togo s'enquit encore auprès de l'ambassadeur Sato des intentions du gouvernement soviétique. Bien évidemment, l'URSS a réagi. Profitant du bombardement d'Hiroshima, Staline met un terme aux négociations avec le Japon et déclenche, dès le 9 août, 10 minutes après minuit, l'offensive de Mandchourie, soit 3 mois après la capitulation allemande, comme convenu lors de la conférence de Yalta. Donc là, l'URSS en profite pour attaquer la Mandchourie. Et entre-temps, vous aurez noté la capitulation allemande. Mais parce que, à savoir que la capitulation allemande n'a pas mis fin à la guerre mondiale. Ça s'est continué au Japon, aux États-Unis et chez les Russes. Eux ils ont prolongé, ils ont fait des prolongations. Bien évidemment, on va parler du second ultimatum. Alors, est-ce que je vais arrêter ici? Parce que là, je commence à fatiguer. C'est pour ça que... euh, est-ce que je vais parler du second ultimatum? Alors, attends, je vais regarder dessus simplement. C'est que j'en suis 53 minutes. Donc, la prochaine fois, euh, la vidéo euh, euh, portera sur le second ultimatum. Euh, et on continuera ce dossier concernant Hiroshima et Nagasaki, puisqu'en fait le second ultimatum précède le deuxième bombardement qui sera celui de Nagasaki. Voilà. Sur ce, je remercie les personnes qui m'ont écouté et je vous donne rendez-vous demain, parce que je vais pas faire de vidéo ce soir. Donc demain, ben, on continuera l'histoire de ce bombardement. Donc c'est en lien évidemment avec, vous l'avez compris, avec les,
les radiations ionisantes. Hein. Sur ce, je vous dis au revoir et puis portez-vous bien. Et on se voit demain avec ce second ultimatum et puis la suite des événements. Et bien sûr, Nagasaki.